À la sortie de Rambo 2, en 1985, la critique du Time écrivait « Rambo semble avoir parfaitement exprimé le sentiment du pays en ce qui concerne le Vietnam ». Le désir d'effacer la défaite par le fantasme de la victoire a continué à s'illustrer dans d'autres films du même acabit. C'est notamment le cas de Portée disparue 1 et 2, on peut voir l'affiche, où Stallone laisse la place à Chuck Norris, incarnant un colonel Braddock aussi bodybuildé que caricatural. Finalement, si Braddock et Rambo semblent interchangeables, c'est qu'ils représentent tous deux l'idéologie du succès symbolisée par le président-acteur Reagan. Il s'agit toujours d'un homme exceptionnel, seul contre tous, mais tellement tenace qu'il est capable d'insuffler à tous les autres la dynamique individualiste de la réussite. Les volets 2 et 3 de la saga Rambo ont donc constitué une instrumentalisation sans vergogne du personnage à des fins de récupération politique et idéologique autant que d'exploitation commerciale intensive. C'est sans aucun doute à partir de là que sont nées les caricatures les plus connues de Rambo, notamment, on va le voir à l'image, la marionnette de M. Sylvestre dans l'émission satirique de Canal+, Les Guignols de l'Info. Ce personnage, devenu récurrent à partir de la première guerre du Golfe, exacerbe l'image de brute épaisse donnée par Stallone dans les films de Rambo ou de Rocky. Sa voix est exagérément rauque, traînante, et au fil des années, la marionnette de M. Sylvestre est devenue une véritable incarnation de l'impérialisme américain sous toutes ses formes. Dans un autre registre, nouvelle image, c'est le film parodique qui s'empare de la figure de Rambo dans Hot Shots 2, en 1993, où Charlie Sheen reprend le rôle de Topper Harley. Le scénario est d'ailleurs presque entièrement calqué sur celui de Rambo 3. L'ancien soldat exilé en Thaïlande reprend du service à la demande du président pour sauver le monde libre de l'infâme Saddam Hussein. Ces caricatures de Rambo révèlent la dimension mythique qu'a pris le personnage, ainsi que la place majeure qu'il occupe dans l'imaginaire collectif lorsqu'on évoque la figure du héros de guerre au cinéma. Mais sans doute qu'en chargeant les traits les plus saillants du personnage pour en donner l'image d'une brute aussi mutique que musclée, on en est venu à oublier les ambiguïtés du héros de First Blood. La plupart des fans de Rambo considèrent ainsi souvent, à juste titre, que la vraie richesse du personnage est surtout révélée par le premier volet de la saga. Au-delà du mythe du self-made man véhiculé par le conservatisme réganien, on peut en effet voir en Rambo la figure typique du héros américain des origines. La quête qui est la sienne s'inscrit dans le prolongement du mythe de la frontière, cette recherche par essence impossible de l'union de la nature et de la civilisation, rêve qui anime les grands classiques de la littérature américaine. On peut voir dans Rambo des traces du primitif américain, en particulier lorsqu'il s'évade à moitié nu du commissariat de Hope et se confectionne un vêtement rudimentaire qui rappelle les vêtements indiens. Ils se font alors dans le milieu naturel au point de faire corps avec la forêt. Son caractère sauvage s'affirme progressivement et son indianité s'accentue à un tel point que les scénaristes de Rambo 2 lui attribuent clairement des ancêtres indiens et un nom de code totémique, Lone Wolf, loup solitaire. Du reste, les souffrances endurées par Rambo, les scarifications qui lui zèbrent le dos, ne sont pas sans évoquer les tortures initiatiques pratiquées par les Indiens. Le nom lui-même de Rambo avait été inspiré à David Morrell par le poète Rimbaud, symbole de romantisme sauvage, mais on peut aussi analyser ce patronyme en ram, qui veut dire bélier, ou le renvoyer à l'adjectif rambunctious, qui signifie désordonné, incontrôlable, sauvage. Guerrier primitif, muni de son arc et de ses flèches, ce coureur des bois n'est pas non plus sans évoquer, paradoxalement, le combattant Viet Cong, qui, comme lui, se fond dans la jungle et adopte des méthodes de guérilla contre la force institutionnelle. L'assimilation, a priori illogique, au Viet Cong n'est pourtant pas qu'un simple jeu d'apparence. En effet, dans la course-poursuite en forêt, tous les ingrédients du Vietnam sont reproduits. Végétation dense, propice au camouflage, chasse à l'hélicoptère, opération de survie. En fait, ce qui lie profondément Rambo, l'indianité et le Viet Cong, c'est l'oppression, la révolte et la colère. Une ultime interprétation peut enfin être proposée si l'on reconnaît non seulement en Rambo, mais aussi en la guerre du Vietnam, l'emblème d'une quête virile. On peut partir de l'idée assez banale que la guerre est une affaire d'hommes. L'ensemble de la chaîne de commandement y est assumé principalement, sinon exclusivement, par des hommes. Les combattants développent entre eux une fraternité virile qui assure la cohésion du groupe. Et les valeurs traditionnelles du guerrier sont celles du courage, de l'héroïsme au combat
et de la puissance physique, ainsi que de la résistance aux souffrances. Rambo apparaît néanmoins lors d'une époque qui est secouée par les premiers assauts des féministes et, dans une moindre mesure, des revendications gays. La masculinité américaine semble en péril. La réécriture de la guerre par le cinéma correspond ainsi à une tentative pour restaurer l'ordre patriarcal fortement ébranlé. Le paradoxe est que ce retour à l'ordre viril va se faire à travers l'image emblématique d'un corps masculin, dont on peut voir l'image, mais dépourvu de sa sexualité. En effet, on comprend qu'il serait dangereux et ambigu d'érotiser le corps musclé et bronzé de Rambo alors qu'il est offert en spectacle principalement à un jeune public masculin. Rambo est beau, certes, mais beau comme un avion de chasse, comme un cuirassé, comme une arme, beau comme peut l'être le spectacle de la guerre au cinéma. On désamorce la bombe d'un érotisme masculin suspect en faisant de son corps un objet d'admiration guerrière et non charnel. C'est pourquoi le baiser échangé avec Co dans Rambo 2 n'a pour fonction essentielle que de nous rassurer sur l'hétérosexualité du héros, dont on imagine mal qu'il finisse par se ranger en ménage avec une Vietnamienne épanouie dans le confort petit bourgeois du bonheur conjugal.